Fais tes valises et quitte cette chambre. Descends au sous-sol. Mon père m'a dit de céder ma chambre à ma sœur après son divorce. Je suis restée silencieuse et j'ai fait ce qu'on me disait. Mais pendant que je nettoyais là-bas, j'ai figé quand j'ai vu. La vie d'une jeune femme est complètement chamboulée lorsque sa famille la chasse de sa propre chambre. Mais une découverte stupéfiante au sous-sol révèle un traître secret et bouleversera tout pour toujours. Bienvenue en mode vengeance. L'ordre cruel est tombé sur la table du dîner comme une lourde pierre brisant tout mon sentiment d'appartenance. Fais tes valises et quitte cette chambre. Descends au sous-sol, déclara une voix froide sans la moindre hésitation. Je suis Estelle, une jeune femme de 22 ans, soudainement contrainte de céder le sanctuaire que j'avais rénové avec mon propre argent durement gagné à quelqu'un d'autre. Avalant l'humiliation amère sans un seul mot de protestation, j'ai passé le reste de la nuit à traîner d'énormes cartons dans l'escalier en bois grinçant, vers l'obscurité humide. L'air du sous-sol semblait lourd de négligence tandis que j'essayais désespérément d'organiser ma vie déplacée dans un petit coin. Pousser une lourde armoire rouillée contre le mur du fond exigeait chaque once de ma force physique restante. Le bord métallique tranchant frappa violemment la cloison sèche pourrissante avec un bruit de craquement fort qui résonna dans le silence étrange. Un gros morceau de plâtre s'effrita complètement pour révéler une profonde cavité cachée dans les fondations structurelles. En tendant ma main nue dans l'espace noir de jet, mes doigts effleurèrent lentement une surface métallique froide. J'en ai soigneusement extrait une lourde boîte métallique verrouillée, recouverte de décennies de poussière grise et épaisse. Je n'avais absolument aucune idée que ce conteneur rouillé recelait un sombre secret capable de détruire ma famille entière pour toujours. Bienvenue sur la chaîne, Mode Vengeance, où nous vous apportons les histoires originales les plus palpitantes sur la trahison et la justice ultime. Veuillez vous abonner à notre chaîne dès maintenant afin de ne jamais manquer la conclusion époustouflante de ce cauchemar familial. Quelques heures avant que je ne découvre cette boîte métallique rouillée cachée derrière le mur du sous-sol, notre dîner familial s'était déroulé dans une atmosphère incroyablement suffocante. Le lourd silence qui remplissait la salle à manger fut soudainement brisé lorsque mon père, Jean-Pierre, posa délibérément sa fourchette en argent sur son assiette en céramique. Il me fixa de l'autre côté de la table avant de donner froidement un ordre sévère m'exigeant de faire mes valises immédiatement, sans laisser de place à la négociation. Il m'a spécifiquement demandé de vider absolument tout de ma chambre avant minuit afin que l'espace soit complètement libre. Tu dois comprendre la situation difficile à laquelle notre famille est confrontée en ce moment, déclara ma mère, Catherine, avec désinvolture tout en continuant de manger son repas. Elle soutint indifféremment son exigence scandaleuse, utilisant une logique manipulatrice conçue spécifiquement pour me faire me sentir accablé de culpabilité d'avoir privilégié mon propre confort. Elle insista sur le fait que je devais faire un sacrifice personnel important parce que ma sœur Chloé venait de traverser un terrible divorce nécessitant un grand espace confortable pour bien se rétablir. Selon sa perspective tordue, mon besoin fondamental d'un environnement de vie stable était complètement hors de propos par rapport à l'accueil de l'état émotionnel fragile de sa fille préférée. Chloé était assise juste en face de la table en bois, buvant lentement son eau glacée tout en faisant semblant d'être une victime traumatisée qui avait désespérément besoin de la sympathie inconditionnelle de tous. Elle garda délibérément la tête baissée, agissant vulnérable tout en observant silencieusement toute la confrontation se dérouler juste devant elle. Cependant, le bref instant où elle leva les yeux vers moi, ses yeux perçants révélèrent clairement un profond sentiment de triomphe arrogant. Elle savourait pleinement l'abus de pouvoir d'avoir réussi à voler le sanctuaire pour lequel j'avais physiquement travaillé pendant des mois en utilisant mes propres économies durement gagnées. Essayant désespérément de défendre mes droits fondamentaux contre cette attaque coordonnée, je cherchais dans ma poche, en sortant les reçus pliés du magasin de bricolage. Prouvant les investissements financiers considérables que j'avais faits pour rénover cette chambre spécifique au cours de la dernière année. J'ai calmement posé les papiers directement sur la table, montrant les milliers d'euros dépensés pour l'installation d'un nouveau parquet en bois massif et l'achat de peintures de première qualité. J'ai payé toutes ces améliorations moi-même, croyant que ce serait ma chambre permanente, j'ai déclaré clairement en poussant les preuves financières indéniables vers le centre de la table. Avant même que je puisse finir d'expliquer les coûts totaux impliqués ou de suggérer un compromis raisonnable concernant l'argent qui m'était dû, papa claqua violemment son poing lourd sur la table en bois, faisant tinter bruyamment les couverts. Il déclara avec autorité son pouvoir absolu en tant que propriétaire principal tout en rejetant complètement chaque argument logique que j'essayais de présenter. Pour ma propre défense, il me rappela agressivement que vivre sous son toit signifiait suivre ses règles, quelle que soit la somme d'argent que j'avais follement investie dans l'amélioration de sa propriété.
Ce moment exact de colère explosive solidifia ma douloureuse réalisation que d'attendre une affection familiale véritable ou une équité élémentaire de la part de ces personnes était une perte de temps totale. Je repoussai brusquement ma chaise en bois de la table, la faisant grincer bruyamment contre les planches du parquet avant de quitter la salle à manger sans prononcer un autre mot de protestation inutile. Je n'avais pas encore échappé définitivement à leur foyer toxique, mais j'étais violemment poussé vers une position bien inférieure, tant émotionnellement que physiquement. J'ai lentement entamé le processus dégradant de reloger toute mon existence dans l'espace souterrain humide, tout en me promettant que cette humiliation ultime serait la toute dernière fois qu'ils exerceraient un tel contrôle absolu sur ma vie. Tôt le lendemain matin, avant même que quiconque à l'étage n'ait réussi à se réveiller, j'ai utilisé avec force le bord tranchant d'un pied de biche en acier lourd pour ouvrir violemment le cadenas rouillé qui sécurisait la mystérieuse boîte métallique. Le couvercle récalcitrant finit par s'ouvrir avec un grincement sonore, révélant plusieurs épaisses liasses de titres au porteur ancien de grande valeur, dégageant une odeur distincte de papier en décomposition, ainsi qu'une massive montre de poche en or massif. Saisissant la lourde et coûteuse montre de poche fermement dans ma paume, j'ai immédiatement découvert le nom d'un individu inconnu, profondément gravé sur la surface arrière métallique polie, indiquant qu'elle appartenait clairement à un parfait étranger. En fouillant beaucoup plus profondément sous les documents financiers jaunis reposant au fond du conteneur, j'ai finalement découvert un carnet relié en cuir usé contenant des dizaines de pages entièrement remplies d'entrées numériques manuscrites méticuleuses. En parcourant attentivement les entrées à l'encre décolorée, j'ai découvert un registre financier très systématique traçant d'énormes flux de trésorerie illicite directement liés à plusieurs usuriers notoires opérant clandestinement dans toute la ville il y a plusieurs décennies. Cherchant désespérément des indices permettant d'identifier le propriétaire original de ces objets illicites, j'ai rapidement saisi une facture de service public récente posée sur une table en bois voisine pour comparer correctement le texte manuscrit. J'ai soigneusement placé le document officiel imprimé juste à côté du carnet en cuir ouvert tout en examinant attentivement le motif de traits très spécifiques formant chaque lettre individuelle écrite sur le papier parchemin vieilli. Cette écriture était identique. Il n'y a absolument aucun moyen que cela puisse être une simple coïncidence, murmurai-je doucement en tenant la facture de service public officiel beaucoup plus près de la faible lumière du sous-sol pour une comparaison visuelle significativement meilleure. Fixant intensément le papier, mon cœur s'emballa car le crochet distinctement aigu vers l'arrière qui complétait la signature à l'intérieur du carnet caché correspondait parfaitement à la façon exacte dont papa signait toujours ses documents légaux importants. J'ai sincèrement hésité à sauter immédiatement à la pire conclusion possible concernant mon propre parent, basée uniquement sur une écriture correspondante découverte au hasard à l'intérieur d'une cavité murale cachée et en ruine. Malgré ma réticence initiale à accepter les faits, chaque détail bizarre s'assemblait rapidement en une image terrifiante de clarté, envoyant un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale tandis que je contemplais la réalité dérangeante de ma situation de vie actuelle. Si tous ces objets criminels cachés lui appartiennent vraiment, alors avec qui exactement ai-je vécu dans la même maison pendant les 22 dernières années, murmurai-je, regardant anxieusement vers le plafond en bois qui me séparait de ma famille endormie à l'étage. La réalisation complètement accablante que l'homme apparemment ordinaire dormant actuellement à l'étage pourrait en fait posséder un passé criminel profondément enterré a entièrement changé ma perspective générale concernant ma propre sécurité personnelle au sein de ce foyer. En traitant cette révélation choquante, j'ai réalisé que toute mon enfance avait probablement été construite sur une fondation fragile de sombres mensonges méticuleusement construits par un homme manipulateur se faisant passer pour un père juste. Sachant pertinemment que j'avais désespérément besoin de preuves définitives substantielles avant de confronter qui que ce soit à propos de cette découverte incroyablement dangereuse. J'ai été forcé de remballer soigneusement chaque pièce de preuve incriminante à l'intérieur du conteneur métallique rouillé. J'ai discrètement utilisé un lourd marteau de construction pour soulever avec force plusieurs planches de bois desserrées habilement dissimulées dans le coin le plus sombre de la pièce de rangement souterraine humide afin de créer une cachette beaucoup plus sûre. Après avoir physiquement sécurisé la lourde boîte métallique profondément dans le trou de terre nouvellement excavé, j'ai méticuleusement replacé les planches de bois pour m'assurer que la dangereuse cachette secrète restait complètement indétectée jusqu'à ce que je puisse correctement enquêter sur les véritables origines de cette immense richesse volée. Peu après midi, j'ai jeté un seul titre au porteur ancien ainsi que la lourde montre de poche en or dans mon sac à main en cuir avant de me diriger directement vers le centre-ville de Lyon. Naviguer dans les rues animées de la ville m'a finalement amené au quartier bancaire central pour y rencontrer en toute sécurité ma meilleure amie, Manon, qui y travaillait actuellement en tant qu'archiviste financière principale. Lui tendant le document jauni à travers le bureau en bois poli l'a incité à faire passer discrètement les numéros de série spécifiques à travers le système de base de données fédéral très restreint.
Elle fixa intensément l'écran lumineux de l'ordinateur tandis que son expression faciale se transformait rapidement en un masque de pure incrédulité mêlé d'une véritable inquiétude concernant ma découverte soudaine. Le silence prolongé s'étendant entre nous souligna lourdement la gravité terrifiante entourant ces papiers illicites cachés au fond de mon sac. Estelle, ce lot spécifique de titres a été signalé volé lors d'une vaste affaire de fraude financière non résolue survenue il y a plus de 2 décennies, murmura Manon doucement tout en regardant nerveusement autour de la salle d'archives tranquille. Quitter l'établissement bancaire sécurisé, me sentant significativement plus anxieuse qu'auparavant, m'a forcé à transporter immédiatement la montre gravée vers un magasin d'antiquités faiblement éclairé situé à plusieurs pâtés de maison. Un expert âgé, debout derrière le comptoir de vitrine en verre, prit l'objet doré tout en serrant fermement une loupe de bijoutier pour inspecter attentivement les détails complexes marquant le cadran métallique. J'ai observé attentivement ses yeux calculateurs s'écarquiller soudainement d'une reconnaissance instantanée avant qu'il ne tente délibérément de masquer sa réalisation choquante derrière un sourire faux incroyablement forcé. Toute son attitude physique passa dramatiquement de l'ennui professionnel décontracté à un état d'anticipation nerveuse mal dissimulée. « Attendez un instant ici, s'il vous plaît. J'ai besoin de prendre une loupe beaucoup plus spécialisée dans l'arrière-boutique pour examiner correctement cette pièce. » Le vieux antiquaire sourit maladroitement en reculant lentement. Au lieu de fournir une évaluation financière immédiate concernant l'objet antique reposant sur le coussin de velours, l'homme suspect se retira complètement dans le bureau arrière ombragé tout en laissant intentionnellement la porte en bois légèrement entrebâillée. Rester seul dans la salle d'exposition silencieuse m'a permis d'entendre clairement les sons distincts du cadran d'un téléphone rotatif, suivi immédiatement par des chuchotements frénétiques et étouffés provenant de la pièce cachée. La tentative délibérée de gagner du temps tout en contactant secrètement des individus inconnus déclencha immédiatement une montée massive d'adrénaline parcourant violemment tout mon système nerveux. Mes instincts de survie profondément enracinés crièrent instantanément que rester à l'intérieur de cet espace de vente isolé entraînerait inévitablement une confrontation très dangereuse avec quiconque se précipitait actuellement vers ma position exacte. Je me suis élancé par-dessus le comptoir en verre pour arracher avec force la lourde montre en or du coussin d'exposition avant de sprinter furieusement par la lourde porte de sortie latérale. En dépassant les piétons effrayés occupant le trottoir très fréquenté, j'ai pu me fondre sans effort dans la foule dense de l'après-midi tout en vérifiant constamment par-dessus mon épaule tremblante pour m'assurer que personne ne me poursuivait activement. Courir plusieurs pâtés de maison sans m'arrêter m'a finalement mené vers un centre commercial relativement sûr, rempli de consommateurs quotidiens complètement inconscients. Réalisant parfaitement que la découverte de cette vaste conspiration criminelle avait officiellement placé une cible très visible directement sur mon dos, j'ai dû prendre des précautions défensives immédiates avant de retourner dans ce foyer toxique. Je me suis rapidement engouffré dans un magasin d'électronique animé situé près du parking central pour acheter un micro-enregistreur vocal très sensible, utilisant de l'argent liquide pour éviter de laisser toute trace numérique. Après avoir solidement clipsé le minuscule dispositif d'écoute complètement hors de vue sous le col de ma veste épaisse, j'ai serré fermement mon volant tout en me préparant mentalement à la tempête inévitable qui m'attendait à la maison. La perspective terrifiante de finalement confronter ma propre famille concernant leurs secrets les plus sombres consommait chaque pensée rationnelle traversant mon esprit épuisé. Tôt ce même soir, un moteur assourdissant de pick-up rugit agressivement avant de s'éteindre brusquement directement devant notre pelouse. Des coups violents commencèrent immédiatement à secouer la lourde porte d'entrée en bois tandis qu'une voix terrifiante et forte exigeait une entrée immédiate. L'ancien ennemi de mon père, Damien, cria furieusement depuis le porche sombre tout en appelant papa à plusieurs reprises par un mystérieux alias du monde souterrain que personne dans notre foyer n'avait jamais entendu auparavant. Jean-Pierre se précipita d'urgence vers le hall principal, essayant désespérément de maintenir une expression faciale parfaitement sereine pour congédier discrètement l'étranger agressif. Malgré ses efforts désespérés pour projeter une autorité absolue à sa famille, ses mains pâles tremblaient visiblement de manière incontrôlable tandis qu'il enclenchait frénétiquement chaque penne dormant métallique sécurisant l'entrée principale. Entendre l'énorme tumulte résonner dans toute la maison incita Catherine ainsi que Chloé à descendre rapidement l'escalier moquetté pour enquêter sur la perturbation soudaine. Les deux femmes froncèrent initialement les sourcils, affichant une intense irritation concernant le bruit inacceptable qui perturbait leur soirée tranquille et relaxante ensemble dans le salon. Cependant, leurs expressions agacées se transformèrent rapidement en une véritable terreur en voyant Jean-Pierre afficher une attitude si inhabituellement soumise envers un intrus très menaçant. « Vous devez toutes les deux vous calmer car il n'y a absolument rien de mal ici, ce n'est qu'un homme ivre qui s'est trompé de maison », tenta de rassurer Jean-Pierre tout le monde avec une voix incroyablement tremblante qui trahissait complètement sa panique croissante. « Qu'est-ce que tu fais à laisser un fou casser notre porte d'entrée en morceaux comme ça ?»
cria Catherine frénétiquement tout en reculant rapidement pour se distancier du violent trouble qui se déroulait à l'entrée. Perdant chaque once de sa patience qui s'épuisait rapidement, l'homme enragé debout dehors utilisa un objet métallique lourd pour briser violemment le panneau de verre décoratif encadrant l'entrée. Le son terrifiant des éclats brisés s'écrasant sur les planches de parquet poli brisa instantanément toute illusion pathétique de sécurité qui restait à l'intérieur de la pièce autrefois paisible. « Jean-Pierre, tu dois ouvrir cette porte tout de suite car penses-tu honnêtement que tu peux me cacher cet argent volé pour toujours ?» Damien rugit vicieusement à travers le cadre de la fenêtre brisée tout en donnant des coups de pied répétés au cadre en bois robuste. Entendre ces mots menaçants spécifiques concernant la richesse volée détruisit complètement la fausse façade de calme que Jean-Pierre avait méticuleusement maintenue pendant plus de 20 longues années. Ses genoux fléchirent légèrement tandis que ses yeux balayaient frénétiquement le hall, cherchant toute voie d'évasion possible du fantôme terrifiant représentant son passé criminel profondément enterré. Je restais complètement caché dans les ombres sombres projetées par le mur de la cuisine tout en tendant soigneusement la main sous le col de ma veste pour activer l'appareil électronique caché. Appuyer sur le petit bouton d'enregistrement me permit de capturer silencieusement chaque mot de la conversation impitoyable et menaçante se déroulant entre mon père corrompu et son dangereux ancien complice. Je retins mon souffle, parfaitement immobile, tout en documentant la preuve auditive indéniable confirmant que l'homme autoritaire qui m'avait impitoyablement renvoyé au sous-sol était en fait un voleur terrifié se cachant de ses propres actions terribles. Le microphone très sensible capta avec succès les détails horribles concernant leurs activités illégales passées tandis que Jean-Pierre suppliait pathétiquement pour plus de temps afin de localiser les titres aux porteurs anciens manquants. Savoir pertinemment que le trésor volé était enfoui en toute sécurité sous les planches de terre du sous-sol me donna un sentiment tordu de pouvoir absolu sur la situation chaotique se déroulant à quelques mètres. Je me suis simplement tenu là, enregistrant silencieusement sa chute pathétique tout en me préparant au moment inévitable où j'utiliserais enfin cette preuve numérique exacte pour détruire définitivement toute sa fausse réalité. Les menaces terrifiantes résonnant constamment à travers le verre brisé confirmèrent chaque sombre suspicion que j'avais soigneusement formulée depuis la découverte de cette boîte métallique rouillée. J'ai pressé fermement le minuscule appareil électronique contre ma poitrine, sachant que cette conversation enregistrée était l'arme ultime nécessaire pour enfin me libérer de leur contrôle toxique. Exactement à 7 heures le lendemain matin, alors que je poussais mon lourd caddie métallique hors du supermarché local, un énorme SUV noir a coupé agressivement mon chemin désigné, me forçant à arrêter brusquement mon élan. Damien sortit immédiatement du véhicule aux vitres fortement teintées, flanqué de 2 énormes voyous tatoués, qui me coincèrent rapidement dans l'espace incroyablement étroit existant entre 2 voitures garées. Le dangereux criminel m'a attrapé avec force mon épais manteau d'hiver tout en révélant avec malveillance que l'antiquaire terrifié l'avait officiellement contacté pour confirmer ma possession du trésor volé très convoité. Tu dois me remettre cette boîte cachée immédiatement ou cette nuit, ta précieuse maison sera absolument l'objet le plus lumineux à brûler dans tout ce quartier, Damien grogna menaçant en serrant violemment et douloureusement mon col de veste. Supprimant désespérément la terreur accablante menaçant de paralyser complètement mes mouvements physiques, je maintenais un contact visuel intense avec l'homme impitoyable menaçant actuellement toute mon existence. Je refusais de lui laisser percevoir la moindre faiblesse tout en négociant ma survie temporaire face à ces criminels violents. Si vous me touchez physiquement maintenant, vous ne reverrez plus jamais un seul titre au porteur. Alors, vous devez me donner exactement 24 heures pour récupérer les objets, j'ai exigé fermement en le fixant droit dans ses yeux froids et calculateurs sans ciller. Damien relâcha lentement son emprise agressive sur mes vêtements avant de lancer un dernier avertissement glaçant concernant les conséquences mortelles d'un échec à livrer les documents financiers promis d'ici demain matin. Parvenant à peine à retourner à mon propre véhicule, j'ai rapidement verrouillé les lourdes portes avant de me garer sur le côté de la route de banlieue tranquille tout en serrant fermement le volant en cuir avec des mains violemment tremblantes. Le silence assourdissant à l'intérieur de ma voiture garée amplifia les pensées chaotiques qui traversaient mon esprit tandis que je pesais désespérément les lourdes conséquences associées à chaque option disponible. Un conflit interne massif a soudainement accablé mon esprit épuisé tandis que je contemplais sérieusement si je devais simplement emballer la boîte rouillée pour fuir à travers le pays ou simplement livrer les objets illicites aux criminels pour sauver temporairement ma famille corrompue. Le souvenir vif du favoritisme incroyablement cruel affiché lors de ce dîner suffocant, ainsi que le fait indéniable que Jean-Pierre avait égoïstement mis en danger nos vies entières, détruisirent complètement tout sentiment de loyauté familiale restant. Sachant qu'il me sacrifierait volontiers pour se sauver lui-même effaça définitivement mon hésitation quant aux actions que je devais entreprendre ensuite. Prenant une profonde inspiration pour stabiliser correctement mon rythme cardiaque rapide, j'ai appuyé résolument sur la pédale d'accélérateur. Me dirigeant directement vers le bâtiment d'enquête fédérale fortement sécurisé situé dans le quartier du centre-ville.
Marcher avec confiance à l'intérieur de l'installation gouvernementale stérile ressemblait à franchir de manière permanente une frontière invisible, séparant mon passé abusif d'un avenir indépendant complètement inconnu. J'ai délibérément placé le carnet en cuir ainsi que la montre de poche gravée et l'enregistreur audio numérique directement sur le bureau métallique appartenant à un enquêteur fédéral principal. La surface métallique froide sous mes doigts me donna l'impression d'une encre solide me maintenant fermement ancrée dans la réalité après avoir survécu à tant de jours terrifiants remplis d'un stress psychologique inimaginable. Êtes-vous absolument certaine de vouloir soumettre officiellement ces éléments spécifiques comme preuve, car cette décision définitive enverra votre père en prison fédérale, demanda l'agent fédéral sérieux tout en examinant attentivement la preuve indéniable de fraude financière massive. Fixant directement les preuves physiques détaillant des décennies de tromperies cachées, j'ai hoché la tête, confirmant mon choix ultime de me tenir enfin fermement du côté de la vérité absolue plutôt que de protéger une famille qui m'avait délibérément poussé dans l'obscurité. Je revendiquais enfin mon propre pouvoir en détruisant les fondations même de leur foyer toxique en utilisant les armes exactes que Jean-Pierre avait follement enterrées sous les planches du parquet. Exactement à 22 heures, le bruit assourdissant de verres brisés résonna violemment dans toute la maison lorsque la porte coulissante arrière fut violemment ouverte d'un coup de pied. Damien fit irruption immédiatement dans le salon tranquille, serrant fermement une arme à feu lourde tandis que son voyou impitoyable neutralisait systématiquement chaque personne présente dans l'espace restreint. Un criminel massif donna un coup de pied brutal à Jean-Pierre, le mettant directement à genoux, tandis qu'un autre attrapa violemment Catherine par les cheveux pour forcer une Chloé terrifiée face contre les planches de parquet poli. Leurs hurlements horribles de pure terreur remplirent complètement la pièce chaotique tandis que je restais parfaitement dissimulé dans les ombres sombres projetées sous l'escalier du sous-sol. J'avais complètement anticipé que mon père ferait preuve d'une lâcheté absolue durant ce scénario terrifiant car toute son existence pathétique tournait entièrement autour de la préservation de sa propre vie misérable. Ma prédiction cynique se révéla dévastatrice de justesse lorsque le patriarche terrifié se retrouva à fixer directement le canon métallique sombre d'une arme chargée pointée droit sur son front. « S'il vous plaît, ne me tirez pas dessus car elle se cache actuellement au sous-sol avec la boîte. » Alors, descendez simplement là-bas pour lui prendre la vie à la place, Jean-Pierre cria frénétiquement tout en tremblant violemment sur le parquet en bois. Entendre le soi-disant protecteur de notre famille sacrifier si volontiers sa propre plus jeune fille pour se sauver, détruisit finalement le dernier fragment restant de mes illusions familiales. Au lieu de me recroqueviller de peur sous l'escalier en bois, je m'avançai proactivement dans le salon éclairé, tenant fermement le conteneur métallique rouillé dans mes mains nues. Vous n'avez pas besoin de vous donner la peine de chercher au sous-sol car j'ai apporté l'objet juste ici pour vous, j'ai annoncé avec confiance en sortant complètement de l'obscurité environnante pour jeter la lourde boîte avec force sur le parquet. Le bruit métallique fort capta instantanément l'attention complète de chaque personne terrifiée occupant le salon détruit. Tandis que le lourd conteneur glissait directement vers les intrus violents, Damien donna furieusement un coup de pied pour ouvrir le couvercle rouillé, s'attendant à enfin réclamer sa fortune volée. Mais son expression faciale se transforma rapidement en une rage absolue en découvrant que l'intérieur était complètement vide. Essayez-vous sérieusement de me faire une blague stupide car cette foutue chose est entièrement vide ? Damien rugit furieusement tout en fouillant frénétiquement ses grandes mains à travers l'intérieur métallique vacant, profitant de l'intense confusion qui remplissait la pièce détruite. J'ai regardé droit dans les visages complètement stupéfaits de Catherine et de Chloé pour exposer avec force l'incroyable égoïsme du soi-disant pilier de notre foyer. J'ai rappelé à haute voix aux deux femmes terrifiées allongées sur le sol que l'homme qu'elles avaient constamment privilégié à mes dépens était en fait un voleur lâche qui venait d'essayer d'échanger ma vie contre sa propre survie. Elles étaient enfin témoins de la vérité indéniable concernant le type exact de monstre manipulateur qu'elles avaient aveuglément protégé pendant tant d'années, tout en me traitant simultanément comme des ordures sans valeur. Avant que le criminel enragé ne puisse lever son arme mortelle pour viser directement ma poitrine en représailles, une sirène incroyablement forte et perçante brisa soudainement le silence tendu couvrant le quartier sombre de la banlieue. Une équipe de police tactique lourdement armée a instantanément franchi l'entrée avant briser tout en projetant des phares blancs aveuglant directement dans le salon chaotique pour désorienter les suspects armés. Des dizaines d'agents fédéraux portant un équipement tactique de protection lourd inondèrent l'espace clos tout en plaquant violemment chaque criminel ainsi que mon père pathétique agressivement contre le parquet. Le cauchemar terrifiant atteignait enfin une conclusion définitive juste à l'intérieur de la même pièce où ma famille égoïste m'avait arrogamment ordonné de disparaître dans le sombre sous-sol 2 jours auparavant. Tôt le lundi matin, un épais ruban jaune de scène de crime scella complètement la pelouse avant entourant la propriété résidentielle située au numéro 42. Des officiers tactiques lourdement armés ont violemment poussé Damien et ses associés criminels violents à l'arrière de plusieurs véhicules de transport blindés garés le long de la rue de banlieue tranquille.
Jean-Pierre se tenait impuissant près des voitures de police clignotantes, les poignets étroitement liés par de lourdes menottes métalliques, tandis que son visage restait complètement vidé de toute couleur reconnaissable. Il faisait enfin face à la conséquence ultime de ses choix incroyablement égoïstes tout en recevant officiellement d'énormes accusations fédérales concernant plusieurs décennies de thésaurisation financière illicite. Les autorités gouvernementales saisirent immédiatement toute la propriété pour enquêter minutieusement sur l'énorme opération de blanchiment d'argent, laissant Catherine et Chloé complètement bloquées dehors sur le trottoir de béton froid. Les deux femmes privilégiées furent soudainement contraintes d'affronter l'incroyablement dure réalité que chaque luxe dont elles avaient auparavant joui était entièrement financé par de l'argent criminel sale provenant du monde souterrain. Leur profonde arrogance disparut instantanément en réalisant qu'elles ne possédaient absolument rien après avoir perdu le principal pourvoyeur financier qui avait secrètement permis leur mode de vie confortable. Sortant avec confiance par la porte d'entrée tout en serrant fermement la poignée de ma seule lourde valise, j'ai incité les deux femmes désespérées à se précipiter dans une panique soudaine et terrifiée. Chloé Renifle tenta frénétiquement de saisir mon épais manteau d'hiver pour un soutien émotionnel soudain tout en pleurant hystériquement la perte si abrupte de son sanctuaire soi-disant sûr. Catherine suppliait sans vergogne mon aide financière immédiate tout en exigeant désespérément que je les sauve d'une manière ou d'une autre de ce désastre complètement accablant. Utilisant mes propres économies personnelles, j'ai repoussé froidement leurs mains agrippantes de mes vêtements avant de monter directement dans le VTC qui attendait sans offrir un seul mot de réconfort inutile. Regarder à travers la vitre teintée du passager m'a permis d'assister à leur chute spectaculaire une dernière fois avant d'instruire fermement le chauffeur silencieux de m'emmener loin de ce quartier maudit pour toujours.